parfois la chance de rencontrer des personnes qui nous inspirent et qui nous donnent une énergie nouvelle, que ce soit à cause de leur courage, que ce soit à cause de leur sens des valeurs, des personnes qui épousent des grandes causes et qui ne lâchent pas et qui ne lâcheront pas. J'ai beaucoup d'admiration pour notre prochaine invitée. Elle a épousé une grande cause, celle des enfants mal aimés. Et on la surnomme avec beaucoup d'amour, on la surnomme la juge des enfants. Et je vous demande d'accueillir Mme Andrée Ruffo. Madame Ruffo, qui est juge à la Cour du Québec, à la Chambre de la jeunesse, et que je ne suis pas la seule d'ailleurs à admirer, parce qu'il y a plein de gens qui sont ici dans le studio aujourd'hui, André, et qui veulent vous poser des questions, qui sont impressionnés par cette cause dont vous portez le flambeau très haut, la cause des enfants mal aimés. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez endossée, cette cause-là? Est-ce qu'il y a une relation avec le genre d'enfance que vous avez eu? Probablement. On me demande souvent cette question-là. Puis je pense que c'est parce que j'ai été heureuse, puis j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup aimée, que finalement, j'ai pensé que tout le monde avait ce droit-là. Et à chaque jour, c'est ce que je dis aux enfants. Vous savez, la vie est belle. On va trouver ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Dans quoi vous voulez réussir. Vous allez voir, je vais vous aider. Je pense que la vie est si belle qu'on ne peut pas se permettre de penser que nos enfants n'ont pas le droit à cette vie-là. Alors, je pense que ça vient de mon enfance, effectivement. Puis à part ça, c'est que chez nous, on pouvait dire n'importe quoi, dans le sens que nos parents nous écoutaient toujours. Ben là, ils sont encore en train de m'écouter. Et surtout, c'est qu'ils croyaient en nous. Il n'était pas question qu'on échoue, il n'était pas question qu'on ne soit pas heureux dans la vie. C'était évident. D'abord, qu'on trouverait et qui nous aiderait, puis qui nous aide encore aujourd'hui. Alors, cette certitude d'être accompagné, puis cette certitude qu'on vaut quelque chose, on le retrouve chez nous, dans la famille. Oui. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'affinités dans ce que vous dites. Moi, je suis un parent qui s'est fait enlever son enfant par la protection de la jeunesse. D'ailleurs, ce que je voulais faire prévaloir devant cette cour-là, c'est justement cette capacité de ressentir. Alors, à ce moment-ci, moi, je me demande comment vous la définissez, cette capacité-là de ressentir les enfants. Comment vous la percevez? Comment vous la définissez? Ouais. Moi, je pense que pour bien percevoir ou pour bien sentir et communiquer avec les émotions des enfants, je pense que n'importe quelle personne humaine doit être capable de communiquer avec ses propres émotions. Alors, si nous, on a beaucoup souffert, puis on est coupé de ces émotions-là, on ne peut pas aller vers les autres, on ne peut pas entendre, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas sentir. Alors, ce que je me dis, c'est que si on veut des parents qui sentent, si on veut des juges qui sentent, si on veut des éducateurs, des psychologues qui sentent les émotions que nous véhiculent les enfants et ressentent eux-mêmes, je pense qu'il faut retrouver, nous autres, notre esprit d'enfance. Il faut retrouver, nous autres, notre âme d'enfant. C'est pas des mots, ça. C'est un exercice qu'on fait tous les jours. Si moi, j'ai une grande fille devant moi qui a honte, puis je sais plus c'est quoi avoir honte, je pourrais pas la comprendre. S'il y a un enfant qui me dit « j'ai peur », s'il y a un enfant qui me dit « j'ai pas le goût d'être changé de place, j'ai peur », si moi, je ne sais plus c'est quoi la peur, je ne pourrais pas communiquer. Alors, il faut arrêter de se couper de nos émotions, arrêter de se couper de ce qu'on est de plus précieux, finalement, de l'intérieur de nous autres. Et quand on aura accès à nous autres, je pense qu'on aura accès aux autres. Et quand Madame dit ici qu'elle s'est fait enlever son enfant par la Direction de la protection de la jeunesse, est-ce qu'il vous arrive de penser que si on intervenait plus tôt, beaucoup plus tôt, on éviterait des situations comme oui, ça? Oui, très souvent. C'est quotidien que moi, comme juge, je pense, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on n'est pas intervenu? On a des enfants qui nous viennent à 14 ans, 15 ans et qui en sont à nous dire, ben ça fait 3 ans que je suis sur la coke, ça fait 3 ans que je ne vais plus à l'école. Puis quand on regarde, puis dans l'histoire de la famille, on s'aperçoit que ces petits-enfants-là nous donnaient des signes d'inconfort à 5 ans, à 7 ans, à 8 ans. C'était pas assez important. On n'écoutait pas, on était ailleurs, puis on n'intervenait pas pour supporter, aider la famille. Solange? Tout d'abord, je voudrais vous offrir mon amicale tendresse parce que j'ai beaucoup d'admiration. Et j'aimerais savoir, André, est-ce que vous avez un profil des parents, parce que je travaille beaucoup avec les femmes alcooliques, est-ce que vous avez un profil des parents de ces enfants-là? Non. Non, parce que si on parle des enfants qui ont besoin de protection sont des enfants dont les besoins ne sont pas satisfaits, dont le développement et la sécurité sont compromis. À ce moment-là, ces enfants-là viennent de tous les milieux. Bon, il n'y a pas de différence. Il y a des enfants qui sont de parents très pauvres, très riches, de parents alcooliques. Il y a des enfants qui viennent de partout. Ce que moi, je retrouve à ce niveau-là, c'est que souvent, ce sont des parents qui eux-mêmes ont de la difficulté à répondre à leurs besoins, qui eux-mêmes ont eu de la difficulté, puis à ce moment-là, ne savent pas répondre aux besoins des parents. Alors, je me dis,
Si on aide les parents à devenir plus compétents, si on les supporte, si on les accompagne, à ce moment-là, on aura beaucoup moins d'enfants qui seront placés, beaucoup moins d'enfants qui auront besoin de protection. Mais est-ce que je connais un profil? Moi, j'en connais pas. Je sais, par exemple, je sais pour sûr, parce que j'ai représenté des enfants pendant 10 ans, et puis je suis juge pour enfants depuis 7 ans bientôt. Je n'ai jamais vu un parent autrement qu'extrêmement malheureux de voir son enfant a besoin de protection. Les parents sont honteux, les parents se sentent coupables, les parents sont malheureux de tout ça. Puis à ce moment-là, nous, on constate que l'enfant a besoin de protection et souvent, il faut placer. Mais moi, je me dis, si au départ, on commence à travailler dans la famille, avec la famille, on solidifie, on devient plus compétent, puis à ce moment-là, je pense qu'on aura moins d'enfants besoin de protection. Et c'est tout à fait le sens de la loi. Parce que c'est ce que la loi nous demande, travailler dans et avec la famille. Et c'est juste en dernier recours qu'on doit placer, qu'on doit intervenir de façon drastique. Moi, Mme Ruffo, j'aurais besoin d'un conseil. De quelle façon devrait réagir un parent qui n'a pas la garde de son enfant face à une protection de la jeunesse qui, malgré les preuves et les témoins que le parent a de la violence qui est faite à son enfant chez son autre parent, une DPJ qui refuse de réouvrir le dossier disant que probablement que c'est juste un problème de mésentente, et même si on a plein de preuves et témoins? Alors, si on n'est pas satisfait de la décision, comme parent, de la décision du directeur de la protection de la jeunesse, on peut aller au tribunal. On peut saisir le tribunal dans des situations particulières. Il y a aussi la Commission de la protection des droits de la jeunesse, qui est un organisme particulièrement chargé de regarder est-ce que les droits des enfants soient respectés. À ce moment-là, on peut leur demander une enquête, on peut leur demander d'intervenir. Moi, je dis à tout le monde, quand on sait qu'il y a des enfants en danger, il ne faut pas arrêter. Il faut aller, continuer, demander. Nous, on les sait, les motivations. On le sait que c'est pas par vengeance ou c'est pas pour régler des comptes. Si moi, dans mon cas, je suis convaincue que cet enfant-là est en danger, bien, il faut continuer. Il y en a des organismes. À un moment donné, vous allez trouver une écoute, puis il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça, on a fait certaines démarches là, de nous-mêmes et il y a quelqu'un qui étudie pourquoi la DPJ ne veut pas réouvrir le dossier, sauf qu'ils nous demandent... on a mis des psychologues, on a de très bons psychologues dans l'affaire, et ils attendent les résultats de tout ça avant de procéder. Sauf que ça fait des mois, et pendant ce temps-là, l'enfant, lui, il demeure là-bas et il continue d'avoir des problèmes. C'est sûr qu'il y a des délais, c'est sûr qu'il y a des problèmes de bureaucratie, c'est sûr que tout ça existe, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut demander qu'on accélère. Mais je constate avec vous trop souvent que c'est trop long. Je le constate aussi. On va s'arrêter là-dessus. On vous revient tout après ces quelques messages avec d'autres questions à l'intention de Mme la juge André Ruffo. On a le plaisir aujourd'hui de passer une heure à questionner celle qu'on surnomme affectueusement la juge des enfants, Mme Ruffo. Avez-vous l'impression, André, que dans l'ensemble, les enfants sont de moins en moins au cœur de nos préoccupations, comme société en général? Parce qu'il n'y a pas juste les enfants mal aimés qui ont de la difficulté dans notre société. Je le pense. On est occupé à régler beaucoup d'autres problèmes et les enfants sont rarement une priorité. Et je pense que s'il y a quelque chose d'urgent à faire, c'est d'établir un nouveau consensus éthique où on se dira une fois pour toutes, les enfants, c'est une priorité absolue. Mais actuellement, il y a toujours quelque chose de plus important, de plus urgent, et on s'arrête rarement aux enfants. Mais ça, c'est vrai au niveau société, mais c'est vrai aussi dans les familles, c'est vrai aussi dans les institutions, c'est vrai aussi dans les écoles. Je pense qu'il faut que les enfants redeviennent au centre de nos vies, au centre de nos attentions, parce qu'il y a trop d'enfants qui nous disent que ça ne va pas pour qu'on n'arrive plus à les écouter. On a des enfants qui nous disent quotidiennement, les enfants prostitués, les enfants drogués, les errants, les enfants décrocheurs, les délinquants, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le fond? Ils nous disent, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, faites quelque chose pour nous. Puis nous, on est occupés, puis on ne les écoute pas bien, malheureusement. Oui? Oui. Bonjour, Madame la juge. Bonjour. L'an passé, j'ai porté une plainte contre un voisin pour agression sexuelle à l'endroit d'un de mes enfants. Il y a eu enquête de la DPJ. Oui, c'est arrivé, c'est bien vrai. Son enfant a été interrogé. Il a lui-même avoué à la DPJ qu'à l'âge de 6 ans, son père lui faisait des attouchements, tout ça. Et puis, je m'excuse. Et puis, il n'y a rien eu de fait. Cet enfant-là, c'est un cri du cœur qu'elle lançait, puis il n'y a rien eu. Moi, quand je suis arrivée devant le procureur de la Couronne,
Il n'a pas posé une question à mon enfant. Il a parlé de façon arrogante. Et puis, il disait, oui, ce qui est arrivé à ton enfant, c'est bien et bel arrivé. Il dit, ça prendrait de quoi pour corroborer les dires. Là, on lui disait, oui, mais son enfant vient corroborer les dires. Ce qu'il nous a répondu, c'est que c'était des jeux anodins entre père et fille. Et puis, je m'excuse. Bien, je vous en prie, ça va bien. Pas, mais oui, Ben vous oui. excusez Ben pas. parce qu'il a dit ça devant mon enfant, puis je ne l'acceptais pas du tout. Et puis, nous autres, qu'on voulait, c'est aider la famille, briser le cercle vicieux, que ses enfants aient de l'aide. Il nous a tout simplement répondu que lui aimerait mieux aller en prison que de se faire soigner. Puis il a trouvé ça de valeur que nos voisins apprennent ce qui nous était arrivé. Moi, ce que j'aimerais savoir en tant qu'individu, quelles ressources j'aurais contre quelqu'un qui détient le pouvoir, mais qui n'est pas sensibilisé à cette cause-là, qui n'est pas... parce que j'ai pas eu de compréhension de sa part, puis ça, je le regrette beaucoup. J'ai été déçue par cet homme-là. Bon, alors je ne répondrai pas dans votre cas en particulier parce que ça, c'est bien entendu que je ne peux pas faire ça. Mais on doit constater effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui détiennent des pouvoirs et qui ne sont pas nécessairement aussi sensibles qu'elles devraient l'être pour les exercer. On a des souvenirs tous et chacun de professeurs d'école. On a des souvenirs tous et chacun de médecins, de dentistes, qui étaient là pour nous soigner, qui étaient là pour nous traiter, puis finalement, on avait l'impression qu'on était malmenés par eux. C'est vrai aussi dans d'autres sphères de la société. Des fois, on n'a pas toujours le choix de changer, et je le constate avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je me dis, ces gens-là ont des patrons, ces gens-là ont des personnes dont ils sont responsables. Je pense qu'il faut le dire, il faut le laisser savoir. Puis à ce moment-là, quand il y a des recours, si vous n'êtes pas satisfait, par exemple, d'une décision, puis je suis bien à l'aise de le dire puisque je suis juge, si vous n'êtes pas satisfait d'une décision qu'on a rendue parce que vous avez l'impression qu'on vous a mal écouté, qu'on n'a pas saisi, que c'est pas vraiment ça que vous nous disiez, il y a des cours d'appel et les cours d'appel sont là pour reviser nos décisions, puis faire en sorte que... Mais il reste quand on est tout imprégné de douleur, quand il se passe des choses pour nos enfants, et qu'on veut avoir une écoute attentive, on veut des gens qui communiquent avec notre douleur, bien, c'est très difficile quand les personnes ne le font pas. Et j'ai pas beaucoup de solutions, parce que la solution que je donnerais, c'est il faudrait que les gens, puis c'est ce que je disais tantôt, reviennent à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui, il y a des médecins qui sont très froids, qui nous aiment pas. Oui, il y a des procureurs qui le sont également. Puis c'est comme ça. Mais je pense que c'est très profond, ce que vous me posez comme question. Rufo. Bonjour, Mme Rufo. Moi, Bonjour. je suis une famille d'accueil, j'en ai 9. Ça fait 11 ans que je fais ça. Vous avez 9 enfants chez Oui, vous? oui, Ouais. 9. J'ai une belle grande fille ça fait 10 ans qu'elle est chez moi, qui est arrivée la deuxième. J'ai un garçon qui est parti par après 7 ans de temps. Et présentement, j'en ai 9 en tout et j'ai un fils de 19 ans. Je travaille à peu près seule avec ces enfants-là. Et puis, des fois, j'aimerais ça avoir de l'aide. Puis, je pense que ça serait important. Aujourd'hui, je suis ici un peu pour dire que je trouve que la bureaucratie dépense beaucoup d'argent pour bien des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Puis pendant que ces enfants-là auraient besoin de thérapie, d'aide, et puis qu'on nous remet et on nous remet. Puis après ça, quand il arrive quelque chose à un enfant, là, ils nous disent, bien, vous ne l'avez pas surveillé ou il est arrivé quelque chose. Je trouve ça vraiment déplorable, qu'est-ce qui se passe. Puis au niveau des cours aussi, qu'on va à la cour et puis qu'on nous dit, bon, cet enfant-là, on va le placer pour tant de temps, reviser aux années ou aux 2 ans. On le sait que l'enfant ne peut pas retourner chez le parent. C'est clair et net. Mais l'enfant souffre tellement d'attente. Ouais. C'est pas croyable la douleur qui se passe chez nous. Puis ça, c'est une chose qu'aujourd'hui, j'en témoigne. Puis j'aimerais que le monde soit un peu à l'écoute de tout ça. Puis c'est pas juste dans ma maison, c'est dans la rue. Dernièrement, je n'ai ramassé un jeune de 17 ans, qui est 3 mois chez moi, et puis qui a fini par se suicider. Parce qu'il n'y a pas personne qui a répondu à lui. Moi, j'ai essayé de l'apporter au CLSC pour lui donner de l'aide, mais il était trop tard. Et c'est dans notre société. Et c'est dans notre société, c'est dans nos écoles, c'est dans nos autobus, c'est sur les coins des rues. On reste un petit peu en dehors, on voit des petits bouts de traîner le soir. Où est le parent? Que fait la société pour ça? Moi, la faute, je la donne à la société. À toutes nous autres. On va demander à Mme Rufo ce qu'elle en pense. Je ne peux pas ajouter grand-chose. Quand vous parlez de la douleur des enfants comme ça, que vous posez la question, qui finalement est chargé de protéger les enfants? Qui est chargé de le dire? On s'est donné de bonnes lois. Je pense que la loi sur la protection de la jeunesse est excellente. Mais les enfants souffrent et continuent à souffrir.
Vous en connaissez, j'en connais. On en voit sur les rues actuellement. Il y a des milliers d'enfants errants. Il y a des enfants drogués également par milliers. Qui doit prendre la responsabilité de protéger ces enfants? Qui doit soutenir les parents? Qui doit faire en sorte que ces enfants-là aient des ressources? Qui doit soutenir les familles d'accueil pour pas qu'il y ait d'éclatement? Quand on a des petits-enfants qui ont été incestués et qui ont 7, 8 ans, 9 ans, et qu'on les envoie dans des familles d'accueil sans thérapie, sans support pour la famille d'accueil, bien à ce moment-là, c'est pas étonnant que les choses se détériorent, puis qu'on doive placer les enfants après dans des centres de rééducation et toujours plus privés de liberté. C'est inévitable. Mais je pense que la question que vous posez est la vraie question. Qui est chargé de protéger ses enfants et qui est chargé de dire ces choses-là? Moi, j'estime que comme juge pour enfants, en application d'une loi très particulière qui dit le juge doit protéger les enfants, doit prendre des mesures pour l'enfant, respecter son intérêt, ses droits. Ce juge-là qui est chargé de protéger les enfants est une de ces personnes qui est importante, une de ces personnes qui doit dire, une de ces personnes qui est chargée de protéger l'enfant. Mais il y a aussi d'autres institutions, il y a aussi d'autres personnes. Mais vous posez la vraie question, madame. Mais ça vous coûte cher, madame Ruffo, de dire et de continuer de dire qu'on doit se préoccuper de ces jeunes-là. Je pense que ça me coûterait plus cher de ne pas le dire parce que je serais profondément malheureuse. Je pense que je serais en porte-à-faux, je serais en perte d'énergie. Actuellement, oui, ça coûte cher, c'est vrai. Mais il reste qu'on a le sentiment vraiment de ne pas tricher. Quand j'ai des enfants devant moi et qu'on me dit « cet enfant a besoin de telle chose, cet enfant, c'est ça son problème », et que l'enfant me dit « aide-moi », et que l'enfant me dit sa peine, bien, je pense que c'est ça qui me rend heureuse, qui m'aide à trouver le sens à la vie dont j'ai tant besoin pour être heureuse, parce que je triche pas et que ces enfants-là ont le droit de compter sur un juge qui va essayer de les comprendre. C'est jamais parfait, parce que nous autres aussi, on a nos voix intérieures, on a moi je dis nos hypothèques pour parler comme une ancienne avocate, mais on est hypothéqué, on a nos cicatrices. C'est pas parfait quand on écoute les enfants. Mais je pense que quand on triche pas, quand on fait pour le mieux, quand on se laisse pas distraire par des choses qui ne nous appartiennent pas, mais je pense qu'à ce moment-là, le prix que je paierais, ce serait d'être profondément malheureuse. On va s'arrêter là-dessus. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. On parle aujourd'hui avec Madame la juge André Ruffo, qui n'hésite pas à dénoncer le sort qu'on réserve aux enfants mal aimés dans notre société. Vous aviez une question pour Madame Ruffo. Oui, moi, ma question serait surtout sur le fait que, bon, vous avez rencontré beaucoup d'enfants. Au niveau des enfants qui se présentent à la cour pour des abus sexuels, moi, ce qu'on m'a dit souvent, c'est que, bon, ça traumatise l'enfant plus qu'autre chose. Sauf que j'ai un deuxième son de cloche au niveau des enfants eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est général ou pas. C'est qu'à un moment donné, l'enfant se sent libéré par le fait qu'il parle à un juge et le juge lui dit « Oui, mon enfant, c'est vrai que tu n'étais pas en cause, tu n'étais pas coupable. » Moi, j'aimerais savoir votre avis là-dessus, vu que vous n'avez rencontré plusieurs enfants. Je pense que la cour, ça peut être très, très traumatisant pour des enfants. C'est jamais facile d'aller devant un tribunal. Jamais facile d'aller devant un juge. C'est jamais facile de témoigner. Puis quand on est tout petit, c'est encore plus difficile. Je pense qu'il nous appartient de créer un climat serein, d'accueillir les enfants, de faciliter, de faire en sorte que ce soit le moins difficile possible pour eux, même si c'est jamais agréable. Moi, je suis profondément convaincue que c'est libératoire pour les enfants. Ça les libère. Et qu'à ce moment-là, qu'un juge, qu'une autorité leur dise, écoute, je te crois. Et que dans nos jugements, on dit, je déclare que oui, c'est arrivé, cette histoire-là. Je pense que cliniquement, c'est extrêmement heureux et bon pour les enfants. Effectivement, ce qu'on fait, c'est que par la suite, on continue. Puis là, on se construit, puis on se traite, puis on se soigne, puis là, on se guérit. Et je pense que c'est très bon pour les enfants. C'est ce que je connais. Peut-être que dans 5 ans, on nous dira, écoutez, c'est dommageable pour les enfants, on ne devrait jamais faire ça. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je connais aujourd'hui, c'est que c'est bon pour les enfants. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui nous le disent. Beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, d'éducateurs dans les centres d'accueil, beaucoup de travailleurs sociaux qui nous disent, si vous saviez, après la cour, quand vous avez dit, je te crois, et ça s'est passé comme ça, puis là, on va se guérir, tu vas voir ma grande fille, on va travailler ensemble, que les enfants repartent, puis repartent avec beaucoup plus d'énergie. Alors moi, je crois à ça beaucoup. Oui?
Bonjour. Bonjour. Vous parliez, il y a quelques instants, des jeunes qu'on appelle marginaux, des jeunes errants, prostitués, qui sont dans la rue. Moi, je travaille avec ces gens-là dans le centre-ville de Montréal et on connaît un peu la dynamique jeunesse. C'est difficile de vivre un peu dans la rue ou en tout cas de passer dans le centre-ville et de passer nos journées. Vous parliez qu'il fallait écouter leurs cris, leurs douleurs et je suis pleinement d'accord avec vous. Ma question se pose sur les moyens qu'on se donne en tant que société pour les écouter, ces jeunes-là. Et le pouvoir qu'on donne aux travailleurs de rue, aux travailleurs de milieu, et qui les écoutent, ces gens-là, qui passent beaucoup de temps avec ces jeunes-là, mais souvent, ils n'ont pas de pouvoir. Et les jeunes travailleurs, les organisations communautaires, les organismes communautaires vont couper leurs subventions. Et je me dis, est-ce qu'on va pouvoir un jour penser à un partage de pouvoir entre le système judiciaire? Est-ce qu'on va reconnaître le travail davantage des organismes communautaires et des gens qui sont vraiment prêts? Parce que les jeunes développent un lien de confiance avec ces travailleurs-là, peut-être davantage que face aux policiers qui se promènent dans la rue. Et là, je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un partage de pouvoir? Est-ce que c'est irréaliste, en tout cas, de penser qu'un jour, on travaillera davantage en complémentarité que présentement? Oui, je pense qu'il faut comprendre que si on arrive à protéger les enfants puis que nos enfants soient bien, on ne fera jamais ça seul. Seul, ça veut dire moi, juge ou travailleur social ou intervenant de rue ou éducateur ou professeur ou parent. Je pense que si on accepte que nos enfants souffrent et nous le disent dans leur langage, il va falloir que tous ensemble, on s'y mette. Je connais beaucoup les enfants prostitués, j'en ai beaucoup représenté. Les enfants drogués aussi. Je travaille actuellement activement avec un groupe pour aider les enfants errants, justement, pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Les personnes qui sont dans la rue avec les enfants, c'est sûr qu'ils les connaissent bien. Mais je pense que tout le monde ensemble, on doit y travailler. Il faut arrêter d'avoir des chaises gardées, des guerres de pouvoir, de défendre des budgets. C'est autre chose. On parle d'enfants. On parle d'enfants qui sont dans la rue. Ceux qui ne pensent pas que ça existe parce qu'on exagère, pas allez-y vous promener sur la rue Sainte-Catherine. Faites-le à 6 heures du matin. Il commence à faire froid. Drôlement, les enfants sont collés sur des édifices. Quand je dis les enfants, là, je parle d'enfants de 13 ans. Je parle d'enfants de 14 ans. Des enfants errants. Des enfants qui reviennent à la cour à 14 ans et ça fait 1 an qu'ils sont dans la rue. Des enfants qui sont sur le crack à 13 ans. C'est à Montréal que ça se passe. On va s'arrêter là-dessus, Mme Ruffo. Il faut qu'on y revienne après la pause. Je voudrais savoir dans quelle société on vit qui arrive à produire ce genre de situation-là. Ouais. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Alors, Mme Ruffo nous disait, juste avant la pause tout à l'heure, qu'il y a des enfants de 13 ans qui se retrouvent à la rue à faire de la prostitution. Dans quelle société on vit, André, pour qu'on arrive à produire ces situations-là? C'est bien, bien triste parce que j'ai lu en fin de semaine le dernier rapport de recherche sur les enfants errants. Et la grande majorité d'entre eux viennent des institutions. Alors, c'est des enfants qui ont été pris en charge par l'État pendant des années et des années. On parle de 30 à 35 placements. Alors, c'est des enfants qui donnent la famille. Pour un même enfant. Alors, ce sont des enfants qui sont sur la drogue, l'alcool. Ce sont des enfants qui n'ont pas de racines, qui ont personne là, qui est important pour eux et pour qui ils sont importants. Et quand on regarde l'histoire de ces enfants-là, bien, ils étaient dans des familles, ça n'a pas fonctionné. Ils ont été pris en charge par l'État. Mais quand on est pris en charge par l'État et qu'on a 18 ans, qu'est-ce qui arrive? Où est-ce qu'on se retrouve? Moi, je demande toujours à 18 ans, quand les enfants sortent des centres d'accueil, où est-ce qu'ils se dirigent? Alors, ils n'ont pas d'instruction pour la grande majorité d'entre eux. Ils n'ont surtout pas de travail, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont personne à qui s'accrocher. Alors, ils se retrouvent dans la rue. Et c'est comme ça. Moi, je disais 4 à 6 000 enfants jeunes. On me dit toujours que j'exagère, sauf que dans ce rapport-là, on disait 10 000. 10 000 jeunes actuellement. C'est sûr qu'à Montréal, ce sont les enfants de l'ensemble de la province qui s'y retrouvent. Mais il reste qui sont très, très nombreux. Ils n'ont pas d'espoir. Qu'est-ce que je fais, moi, quand j'ai 18 ans, que j'ai 15 ans, que j'ai 13 ans, que je suis droguée et que je ne sais pas où je vais demeurer? Qu'est-ce que je fais? Il y a des enfants qui viennent nous dire, mais ils viennent nous dire, bon, je les ai devant moi, ces enfants-là. Où est-ce que tu habitais? Ah, je prenais un repas ici, un repas là. On les trouve dans des maisons qui sont désaffectées. C'est là qu'ils se retrouvent, nos enfants. Nos enfants, il y en a beaucoup dans cette situation-là. Mais quand on regarde ces tout petits qui, bon, ont été dans le système, qui ont été dans une famille, on se dit, mais ils sont partis de tout petits. Ils n'en avaient pas de troubles de comportement. Ils n'étaient pas sur la drogue à ce moment-là. Comment il se fait?
qu'on les a laissés se détériorer, à avoir si peu d'espoir, à être en lambeaux. Comment ça se fait? On veut faire des projets, puis Dieu sait que je suis d'accord avec vous, on veut faire des projets pour prendre en main ces enfants-là, leur donner de l'espoir. Mais ce serait peut-être beaucoup moins coûteux si on travaillait dans la famille pour les empêcher de se détériorer. C'est peut-être ça qu'il faut décider. Et ça donne l'impression qu'il faut inventer des nouvelles ressources parce que travailler dans la famille pour les aider, le gouvernement n'en a pas d'argent, il n'y en a pas plus. Inventer des nouvelles ressources, c'est de faire confiance au monde. Les nouvelles ressources, c'est nous. On vit dans des rues, on vit dans des paroisses, dans des communautés, nos enfants sont dans des écoles. À ce moment-là, il va falloir qu'on commence à s'écouter les uns les autres, qu'on commence à faire attention à la voisine. Des enfants qui étaient bien, qui étaient tout propres, qui avaient des belles joues roses, puis tout d'un coup, après un certain temps, hop, les enfants sont négligés. Ça commence à pleurer, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Respecter la vie privée des gens, ça ne veut pas dire se désintéresser. On peut dire au petit enfant, ben, viens donc manger. Tu es tout seul le soir après l'école, viens donc faire tes devoirs avec mon grand garçon à moi. On peut les accueillir, on peut s'entraider. C'est sûr que les ressources ne viendront pas de l'État dans l'ensemble, pour régler l'ensemble des problèmes. Les ressources doivent venir de la communauté. Nous, comme citoyens, on doit arrêter d'être toujours en compétition. Puis on doit être juste un petit peu plus attentif, un petit peu plus généreux. On ne le fait pas parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur parce qu'on a toujours l'impression d'être tout seul à demander. Mais c'est pas vrai. C'est chacun de notre tour qu'on a à demander. C'est ça, je pense, qu'il faut changer. Oui, tu avais une question? Oui, Madame Ruffo, j'aimerais savoir si depuis que vous avez commencé votre croisade, presque je dirais, parce que comme vous dites, les enfants, c'est quand même une préoccupation qui vient très loin derrière. Si vous avez remarqué qu'il y avait eu des changements ou des choses qui s'étaient améliorées. Bien, alors je vais quand même préciser que je n'ai pas commencé de croisade. Moi, je pense qu'un juge pour enfants qui a le devoir de protéger des enfants a aussi le devoir de parler de ces enfants-là. Alors, c'est dans l'exercice de mon rôle de juge que je le fais. Et qu'est-ce que c'était votre question? Si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont pu changer. Écoutez, souvent on me dit, est-ce qu'il y a des succès? Est-ce qu'il y a un taux de réussite? Moi, j'arrive pas à raisonner comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on fait avec les parents et avec les enfants, c'est juste de faire un pas. Il faut être bien modeste dans le métier que j'exerce, très modeste. Parce que si l'enfant a confiance juste parce qu'il a été écouté, s'il a eu une bonne mesure puis qu'il est entouré de quelqu'un qui l'aime, s'il a l'écoute d'un psychologue ou d'un thérapeute qui le comprend mieux, moi, je pense que c'est une réussite parce qu'il va se faire un peu plus confiance aux autres. Mais ça ne se mesure pas de 0 à 100. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste dire, est-ce que cet enfant-là est plus vivant? Juste un peu plus vivant parce qu'on l'a écouté, parce qu'on l'a aimé, parce qu'on l'a soutenu. Puis à ce moment-là, je me dis, ben oui, on a fait des belles choses. Alors quand des fois, comme juge, parce qu'on est toujours qu'humain, quand des fois, comme juge, on revoit des enfants à la cour qui étaient tout prostrés, qui étaient pleins de boutons, qui avaient les yeux tout ternes, plus de vie dans les yeux. Puis on les voit revenir après 6 mois comme des fleurs, avec les épaules qui sont redressées, puis avec des yeux qui sont pleins d'éclats. On dit, oh, que c'est beau. Ça, c'est des beaux cadeaux. Mais ça ne se mesure pas de 0 à 100. C'est un peu plus de vie dans un enfant, puis je pense que c'est une grande réussite. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui, tu avais une question? Oui, moi, j'ai un de mes amis, OK, puis il déteste tellement ses parents qu'il a même considéré à se sauver de chez eux. Ça fait 2 mois, puis on essaie tout le temps de faire changer d'avis, mais il veut rien savoir. Moi, j'aimerais savoir ce que tu dirais à un enfant qui pense à même affaire. Bien, je te trouve bien courageux d'en parler, puis je trouve que il est bien chanceux d'avoir un ami comme toi. C'est important d'avoir des amis pour en parler. C'est vrai. Maintenant, je pense que ce que je dirais à mon ami, c'est que ben ça va pas avec tes parents, tu as de la peine, tu as de la misère, puis peut-être que, bon, ça va pas du tout. As-tu une grand-maman? As-tu une grand-maman? As-tu un grand-papa? As-tu une tante qui est importante? Un professeur d'école? Y a-tu un professeur d'école que tu aimes beaucoup qui est près de toi? Y a-tu quelqu'un dans qui tu as confiance? Viens, on va aller lui parler. Pas lui dire, va lui parler, parce que quand ça va mal, on a toujours l'impression qu'il n'y a personne qui nous aime, personne ne veut nous écouter. Mais si c'est ton ami, dis-lui, essaie de trouver avec lui quelqu'un qui l'aime, lui, puis quelqu'un qui va répondre, puis qui va l'écouter. Puis vas-y avec. Si c'est sa grand-maman, ben arrange-toi pour y aller avec lui. Si c'est son professeur d'école, accompagne-le. Parce que c'est important. Quand quelqu'un nous dit sa peine, c'est pas juste de donner des solutions. Il faut être avec eux autres. Il faut y aller avec eux autres. Je pense que ça va peut-être lui rendre Ça a du bon service. sens, ça? Oui, je vais essayer ça, ouais. OK. On revient tout de suite après ces quelques messages.
de voir à l'œuvre tout à l'heure la juge des enfants, Madame la juge André Ruffo, quand elle répondait à cette question de Jonathan. On était soufflés, nous autres, dans le studio ici. Vous avez dû avoir des enfants, André. J'ai un fils de 27 ans. Mais on ne sait jamais bien avec nos enfants. On fait beaucoup d'erreurs, c'est bien sûr. Mais j'ai un Vous grand avez garçon. fait des erreurs avec votre Beaucoup, fils? beaucoup. Il faudrait que Michel soit ici pour vous en parler. Peut-être je vais le laisser dire ça. Mais je l'ai beaucoup aimé et je l'aime beaucoup. Alors, je pense qu'il faut se dire aussi comme parents que non, on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Il faut savoir les reconnaître. Il faut le dire aux enfants, ça, qu'on n'est pas parfait, qu'on fait des erreurs. Puis bon, on fait notre possible. Puis l'autre chose dans mon temps, parce que bon, je suis obligée de dire dans mon temps maintenant, on ne nous disait pas demander conseil, parler. Maintenant, moi, ce que je dis souvent aux parents, c'est demander conseil, jaser entre vous. Quand je dis que la communauté, là, on va se lever et on va en avoir des ressources, il y a des ressources, par exemple, je pense à Parentèle. Ce sont des parents qui se réunissent avec un intervenant social. Des parents qui se placotent. Bien, moi, j'ai un adolescent, puis j'ai de la difficulté. Puis mon adolescent a de la difficulté avec moi. Bon, j'ai une grande fille qui se passe telle et telle chose. Puis entre nous, on se raconte nos difficultés pour arriver à les résoudre. Parce que la plus grande difficulté, moi, je pense que le plus grand problème, c'est toujours penser qu'on est tout seul. On est tout seul à être mauvais parent, à être impatient, à ne pas savoir, à avoir des adolescents qui ont des difficultés avec nous autant qu'on a des difficultés avec eux. Alors, si on se parle, c'est infiniment plus facile. Oui, tu avais une question? Oui, je voudrais seulement savoir si vous pensez que les organismes comme la Maison des jeunes, ça peut aider les jeunes qui sont dans la rue, puis les jeunes qui sont dans la drogue, puis tout ça. Es-tu là, toi, dans une maison de Oui. jeunes? Oui. Moi, je pense que oui. Je pense que les enfants qui sont dans la rue sont des enfants qui n'ont pas de racines, pas de point d'attache à un moment donné de leur vie. Puis attention, ça, c'est pas toujours partout, parce que les parents peuvent dire, bien, écoutez, j'ai été bon parent. Oui, c'est pas de ça qu'on parle, là. On dit qu'à un moment donné de la vie d'une famille, il y a des enfants qui sont dans la rue. À ce moment-là, des maisons de jeunes, des travailleurs de rue, des centres communautaires, toutes les personnes qui peuvent accueillir, aider des jeunes, essayer de leur donner de l'espoir, de la confiance en eux, moi, je pense que ça peut être utile. Il en faut et il en faut de plus en plus. Oui? Oui, Mme Ruffo, vous êtes juge et vous menez actuellement, bon, c'est vrai, vous ne voulez pas dire que vous menez un combat ou quoi que ce soit, mais vous essayez de sensibiliser les gens à se responsabiliser, à ce que la communauté prenne des responsabilités. Il reste quand même qu'en tant que société, on se donne aussi des instruments qui sont des lois, vous êtes chargé de les faire appliquer et tout ça. Et au niveau même international, on se donne des conventions, la Convention des droits de l'enfant notamment. J'aimerais ça vous entendre commenter la réserve du Canada sur la Convention des droits de l'enfant qui, en quelque part, ne lie pas le Canada sur l'emprisonnement des enfants avec des adultes. Tantôt, on parlait des centres d'accueil et tout ça. Le Canada a émis une réserve comme quoi, au Canada, on n'est pas obligé de ne pas enfermer les enfants avec des adultes. Donc, on aurait le droit d'enfermer des enfants avec des adultes. Alors, j'aimerais ça vous entendre commenter cette réserve-là du Canada que nos politiciens, en quelque sorte, ont ratifié comme ça. Alors, je suis obligée de confesser que je ne connaissais pas cette réserve-là. Mais je dois vous dire qu'elle n'est pas possible pour les enfants en besoin de protection parce que la loi le spécifie bien clairement. On ne peut pas avoir des enfants qui sont détenus avec des adultes. On ne peut pas. Alors, pourquoi au niveau fédéral, pourquoi de façon plus globale ça s'est fait? Je prends votre parole que c'est la situation. J'en ai aucune idée. Je l'apprends aujourd'hui. Je ne le savais pas. Oui, vous aviez une question, monsieur? Madame Ruffo, bonjour. Moi, je voudrais revenir peut-être sur un élément qui avait été mentionné tantôt vis-à-vis les organismes communautaires et populaires. Moi, j'ai travaillé dans toutes sortes de milieux. J'ai exercé différents emplois sur Projet Katimavik. Entre autres, j'ai travaillé dans les centres d'accueil, dans les maisons de jeunes. Aujourd'hui, je suis plus près du réseau communautaire, donc populaire, comme vous disiez, dont vous parliez tout à l'heure. Je sens encore que, même si depuis 10 ans, je pense qu'il y a eu une évolution sociale au niveau du réseau populaire, des groupes populaires actifs, je pense à l'ACEF, je pense à le réseau des maisons de jeunes au Québec. Et puis, il y a encore des organismes qui veulent naître, mais ils ont beaucoup de difficultés. On dirait qu'il leur manque des appuis. Je ne sais pas, vous, bon, je connais pas beaucoup un peu tout disons, votre visibilité publique, mais est-ce que vous croyez que le réseau communautaire manque d'appui aussi? Puis est-ce que vous pensez que vous pourriez y faire quelque chose au niveau légal ou au niveau sur la scène politique? Enfin, j'en sais Vous êtes en train de lui donner un contrat, mais, là, un de plus. Le réseau communautaire a quand même de la difficulté. Le réseau populaire aussi. Il y a des organismes qui ouvrent, qui ferment. Il y a des maisons de jeunes qui sont encore, après 10 ans, 12 ans d'existence, à la recherche de financement. On dirait qu'on a de la misère, même si
même si on veut, même si on a de la bonne volonté, puis je pense que dans cette catégorie de monde-là, il y a des gens qui ont beaucoup de capacités d'amour aussi, puis qui ramassent aussi des choses qui sont délaissées socialement. Comment on va faire sans appui? Oui, je sais que c'est un problème infini dont on entend parler depuis plusieurs années. La difficulté que les organismes communautaires ont à avoir des ressources, à être reconnus, à avoir une certitude que demain, ils existent encore. Je le sais. Mais maintenant, je pense que c'est pas à un juge de départager les pouvoirs et les budgets. Moi, c'est pas... J'essaie de ne pas me laisser distraire par ça, mais de toujours revenir aux enfants. Les enfants de la rue, de qui ont-ils besoin? Ils ont besoin de personnes qui sont près d'eux. Alors, en ce sens-là, je sais qu'il y a eu des guerres à un moment donné parce que les travailleurs de rue, c'était pas des vrais travailleurs sociaux, puis on n'en voulait pas. Maintenant, c'est bien admis que les travailleurs de rue sont chez les enfants. Il y a des ressources qu'il y a 5 ans, on essayait de nommer ces ressources-là, puis c'était une hérésie. Actuellement, ces ressources-là sont tout à fait appropriées pour répondre aux besoins des enfants. Alors, je pense que pour ne pas se tromper, il faut toujours revenir aux enfants. De quoi ont-ils besoin? De qui ont-ils besoin? Puis à partir du moment où nous autres, on nous reconnaît, je me reconnais une utilité pour être dans la rue avec les enfants, pour répondre à leurs besoins, pour leur donner à manger, pour leur donner de l'espoir, bien, moi, je pense qu'il faut continuer, puis continuer, puis continuer. Et ça change avec les besoins des enfants. Les besoins des enfants n'ont jamais été aussi criants. On n'a jamais eu autant d'enfants dans la rue qu'on en a actuellement. On va s'arrêter là-dessus. On vous revient tout de suite après ces quelques messages avec d'autres questions à l'intention de Mme Ruffo. Montréal-Québec, H2L 446. Pour réserver votre place en studio, composez 514-790-0486. On a le plaisir aujourd'hui de parler pendant 1 heure avec Mme la juge André Ruffo. Mme la juge qui a un temps très précieux, la juge des enfants. Il y a plein de gens qui ont des questions pour elle. Vous en aviez une. Oui, bonjour, Madame la Bonjour. juge. Je vous admire beaucoup. J'aimerais dire, avant de poser ma question, que j'aimerais que vous soyez multiplié par 10. Tant que je vous admire. Et moi, ma question, c'est comme écoutante dans un centre de bénévolat, j'écoute des parents d'adolescents qui me répètent assez souvent, et malheureusement, bien, la famille d'accueil, ça ne marche pas. Ça fait la 3e famille d'accueil. J'aimerais savoir le critère de sélection. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Qui est choisi pour être famille d'accueil? Est-ce que c'est le signe de dollar ou est-ce que c'est la qualité et l'amour que les gens peuvent amener à ces enfants? Comme avocate pour enfants pendant 10 ans, j'ai beaucoup représenté d'enfants qui étaient en besoin de protection. Et plusieurs de ces enfants étaient en famille d'accueil. J'ai trouvé en famille d'accueil des gens merveilleux. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit famille d'accueil pour l'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on est là parce qu'on est généreux, parce qu'on veut aimer, parce qu'on veut donner. Mais il reste que les enfants qui sont placés en famille d'accueil, souvent ont vécu des choses difficiles dans la maison. Des enfants qui ont été abusés, des enfants qui ont été négligés, qui ont été abandonnés, rejetés. Et ces enfants-là ont des grands besoins. Alors, il faut se demander, les familles d'accueil, comment sont-elles supportées? Est-ce qu'effectivement, elles ont tout le réseau, toutes les informations? Est-ce qu'elles peuvent être libérées un petit peu? Qu'est-ce qu'on fait pour leur aider? Parce que moi, je reconnais la compétence, le grand cœur de tellement de familles d'accueil. Et c'est pas parce qu'il y en a une ou deux où il s'est passé des choses désagréables qu'il faut dire les familles d'accueil. Moi, au contraire, ce que je vois quotidiennement dans les familles d'accueil, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, mais pas nécessairement toujours le support et l'information dont ils ont besoin. Pas toujours. Oui? Oui, moi, c'est au point de vue judiciaire. C'est pour l'abus sexuel. Souvent, après 2 ans, 3 ans, moi, j'ai entendu dire que souvent, les plaintes étaient jetées à l'eau, autrement dit, puis que ça s'arrêtait là. Moi, j'aimerais ça savoir s'il y a un temps délimité pour les plaintes. Parce que moi, après 2 ans, là, je vous jure que ma mère et moi, on voulait baisser les bras, on voulait enlever notre plainte parce que ça avançait pas. C'est toujours les délais, hein? C'est de ça que vous parlez. Oui. Je sais que les juges en chef des différentes juridictions, que ce soit à la Cour supérieure quand c'est là, ou aux sessions, ou en matière criminelle, ou à la Chambre de la jeunesse, je sais qu'ils ont fait des grands efforts pour raccourcir les délais. Il reste qu'il y en a des délais. Bon, je pense que c'est important, si vous avez quelque chose à dire, vous voulez aller devant un tribunal. Je sais que c'est difficile, mais il faut aller jusqu'au bout. Entre-temps, et c'est là que c'est important, il faut supporter les gens. On a tellement d'enfants à qui on dit, écoutez, parlez-nous, on va vous écouter. Si vous n'êtes pas obligé de supporter ça, dites-nous-le, puis on va y mettre fin. Sauf qu'en attendant qu'on intervienne, souvent ces enfants-là se retrouvent tout seuls, isolés, coupables, honteux.
Mais quand on dit à des enfants, dites-nous-le, on va vous écouter, on va faire en sorte que ça cesse. Mais pendant que le processus évolue, il faut accompagner ces enfants. Il ne faut pas les laisser seuls. Si, bon, accompagné d'un thérapeute, accompagné d'un intervenant social, accompagné de grand-papa, de grand-maman, il ne faut pas toujours aller chercher chez les experts. Souvent, c'est tout près de nous, ça, cet amour-là. Puis à ce moment-là, c'est d'autant plus facile. Mais si il y a la dénonciation et ensuite on attend le règlement au point de vue judiciaire pour qu'il se passe quelque chose, bien souvent, on s'est fait mal. On s'est fait très mal. Et on a le goût de faire, comme vous dites, on a le goût de reculer, puis on a le goût de dire... Bon, mais il n'y a pas de danger que la plainte volatile. Non, après, vous l'avez dénoncé, puis après que le processus est enclenché, mais non. Mais j'imagine qu'on doit se dire aussi, il y a le risque que ce bonhomme-là fasse des ravages encore. Oui. Ah, ben oui, oui, ça, c'est certain. Puis on a beaucoup de peine. Moi, je me souviens, quand je représentais des enfants, d'avoir représenté des petits scouts, là, puis leur chef scout avait abusé. Et souvent, les enfants disent, oui, mais il va le faire avec d'autres. Les enfants savent. Les enfants sont responsables et ils savent ça. Pour la même chose, quand il y a des abus dans des familles, quand il y a des abus dans des institutions, on est toujours inquiet pour les autres, bien sûr. Oui? Oui, bonjour, Mme Ruffo. Moi, je suis une fille qui a tout le temps eu des problèmes. J'ai eu le divorce de mes parents. J'étais en famille d'accueil, puis après, là, je suis en centre d'accueil maintenant. Donc, toute ma vie, j'ai eu affaire à des juges, des avocats, des psychiatres ou bien des travailleurs sociaux. Puis je trouve qu'on est tout le temps traités comme des robots quasiment, qu'on est tous pareils, mais on a tous des problèmes différents. Puis je trouve ça de valeur qu'on soit stéréotypé. Elle a un problème, c'est comme ça qu'on règle, puis c'est ça. Puis je trouve ça bien de valeur que ça se passe de même, mais je vous vois, puis j'aurais aimé ça avoir un juge comme vous, parce que c'est pas la chance que j'ai eue maintenant. Bien, je trouve ça bien dommage. Parce que moi, je pense qu'un juge pour enfants, et c'est ça que la loi dit, il faut que le juge connaisse bien l'enfant. Puis connaître bien un enfant, connaître bien une jeune fille, c'est connaître ses besoins. Ça veut dire bien écouter tout ce qu'elle a vécu, tout ce qui s'est passé dans sa vie. Connaître ses besoins. Ça veut dire que les travailleurs sociaux vont l'aider, un psychologue va l'aider si c'est nécessaire, d'autres personnes vont l'aider. Puis dire, écoute, ma grande fille, c'est ça la situation, mais moi, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir t'aider. Mais moi, je pense que pour chaque enfant, mais chaque enfant a besoin de protection, il faut inventer une solution. Il faut créer la mesure qui va répondre aux besoins. Alors, la loi ne dit pas que vous êtes toutes pareilles. C'est juste dommage que tu sentes ça, parce que la loi dit bien d'autres choses. Puis je pense que nous autres, dans notre cœur, quand on vous écoute, on devrait, pour chacun d'entre vous, chercher bien fort pour avoir la bonne solution. Mais c'est dommage que ça ne soit pas arrivé. Oui, vous aviez une question? Bonjour, Madame la juge. Moi, je trouve très stimulant de vous entendre parler de prévention parce que je suis bénévole dans un centre qui fait de la prévention au niveau des familles, surtout des parents d'enfants de 0 à 8 ans. Donc, je trouve ça très stimulant d'entendre quelqu'un comme vous qui a une vaste expérience auprès des enfants, de reconnaître que l'aspect préventif auprès des familles est important. Ma question, par exemple, c'est plus au niveau des enfants, là. C'est d'après l'expérience que vous avez auprès des enfants, c'est s'il y avait un problème majeur, le problème le plus important que vous avez à nommer, ça serait quoi? Puis quelle solution vous entrevoyez à ça à court terme? Moi, je ne suis pas capable de dire qu'il y a un problème plus gros que les autres. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a des enfants qui souffrent, puis à chaque fois qu'on les brise, c'est extrêmement grave. Bon, un enfant incestueux, est-ce qu'on peut avoir plus grave? Mais un enfant à qui on dit chaque jour, t'es pas beau, t'es pas bon, t'es pas capable de réussir, on y arrache son âme, il ne croit plus en lui. Est-ce qu'on peut avoir plus grave? Un enfant qui est négligé, un enfant qui a faim, qui n'est pas capable d'apprendre parce qu'il n'est pas capable de se concentrer parce qu'il a trop faim. On peut-il avoir plus grave? Quand ça fait mal, ça fait mal. André, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et continuez. On a beaucoup besoin de vous et nos enfants ont besoin de vous aussi. À très bientôt. Merci beaucoup, André. Claire Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Demain à Claire Lamarche, la tireuse de cartes me l'avait dit.